Alors, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire France Écolab Brasil. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec Jessica Oublié et Anne-Laure Borelli pour un retour d'expérience de production dans un cadre scolaire. Ce webinaire est spécialement à destination des professeurs et coordinateurs qui seront en charge des groupes d'élèves participant au concours de la catégorie fondamentale 1. Le webinaire durera 1 heure avec dans un premier temps un retour d'expérience de Jessica Oublié et ensuite nous aurons un retour d'expérience de Anne-Laure Borelli suivi de temps d'échange. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et il sera mis à disposition sur la plateforme collaborative. Voilà, je laisse la parole à Jessica et Anne-Laure. Merci. Merci beaucoup Thomas et merci à toute l'équipe de l'ambassade de France au Brésil pour cette invitation. Je vais partager mon écran pour commencer la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jessica Oublié, je suis auteure de bande dessinée. Auteure de bande dessinée et surtout de romans graphiques documentaires dans une approche plutôt que j'inscris dans celle de la BD de reportage. Donc là, je vous ai présenté un certain nombre de bandes dessinées qui, moi, m'ont beaucoup inspiré dans l'écriture de mes 2 albums, Pays en nous, qui traitaient de la migration institutionnalisée des Antillais, Guyanais, Réunionnais vers la France hexagonale, et mon second roman graphique documentaire, Tropique Toxique, qui traitait, lui, du chlordécone, qui est un pesticide qui a été utilisé dans la culture de la banane aux Antilles dans les années 70 jusqu'à 90, et qui, aujourd'hui, constitue un gros problème environnemental, puisqu'il sera présent dans les sols et dans les eaux de 500 à 700 ans si on ne fait rien. Donc, c'est vrai que les ouvrages que j'écris, ils sont plutôt à destination d'un public que je dirais adolescent ou adulte. Adulte, donc dans le cadre de lecture libre, généralement quand on s'intéresse à des sujets sociétaux, et puis adolescent plutôt dans le cadre de lecture dirigée dans le milieu scolaire. Mais les publics généralement qui se saisissent de ces sujets sont plutôt des publics de lycée et de collège. Alors, par exemple, pour mon dernier ouvrage, en ce moment, je travaille à la création d'un numéro spécial du journal d'un collège à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Et en Martinique, je travaille avec des élèves d'un lycée, des élèves de section Histoire des Arts, à la conception d'un jeu de société sur le chlordécone qui vise à prévenir l'exposition des populations et particulièrement des publics jeunes à cette molécule. Mais alors, je suis quand même là aujourd'hui avec vous pour une bonne raison, c'est que j'ai quand même travaillé avec des publics primaires à l'occasion d'une résidence qui a été financée par le Centre national du livre. Donc, j'ai été invitée à séjourner pendant 2 fois une semaine au collège Marie Scondé de la Désirade et je devais travailler sur la thématique migratoire à partir de mon premier album, Pays en nous. Donc, le cœur de résidence est concentré autour des classes de 6e, 5e, 4e, mais il y avait une demande d'intégrer les CM2 au projet. Ne pouvant pas leur parler de la migration institutionnalisée parce que c'était très éloigné du programme, j'ai opté pour les faire travailler sur la question des animaux migrateurs pour qu'ensemble, on puisse découvrir un petit peu la question de la migration qui les occupe parce qu'eux-mêmes vont être amenés à migrer en tant que double insulaire. La Désirade étant une île de l'archipel de Guadeloupe. Les élèves du collège sont amenés à quitter leur île pour pouvoir aller ensuite au lycée et poursuivre leurs études. Alors, comment ça s'est passé? Donc, j'ai travaillé, j'avais pour binôme principal donc l'institutrice, et l'idée c'était vraiment de se saisir de l'ensemble des disciplines que propose la CM2 pour pouvoir créer des connexions autour du projet. Donc, elle a commencé une première séance introductive sur la notion d'animaux migrateurs, qu'est-ce qu'ils sont, pourquoi migrent-ils, où vont-ils, au bout de combien de temps arrivent-ils au terme de leur parcours, qui font-ils, etc. Puis, avec moi, on a beaucoup travaillé, plutôt dans le cadre du cours de français, sur la structure narrative d'une histoire, comment écrire une histoire. Et là, comment écrire une histoire en bande dessinée. Et après, il y a eu tout un travail de création plastique autour de l'histoire qu'ont produite collectivement les élèves pour arriver au résultat que je vous présenterai tout à l'heure, à savoir une histoire en planche de bande dessinée. Alors, les différentes étapes ont été les suivantes. D'abord, donc, l'enseignante a travaillé donc, sur la notion des animaux migrateurs. Je crois que c'est une séance qui a duré 1 heure. Ensuite, donc, moi, quand j'ai rencontré les élèves, je leur ai tout de suite proposé chacun de se choisir un animal migrateur qu'ils allaient incarner dans la future histoire qu'on allait écrire. Donc, ils ont choisi du mégalodon, le requin qui n'existe plus, au manchot empereur, à différents poissons, à la paruline grise, etc.
Ensuite, j'ai travaillé avec eux sur donc c'était plutôt un point de rappel parce qu'ils l'avaient déjà, abordé. Ils s'en souvenaient pas complètement, mais ils avaient quelques souvenirs. Donc on a travaillé sur la structure narrative. Donc, là, vous avez le schéma que j'ai utilisé, que j'avais trouvé en ligne et dont vous trouverez le lien en ressources, à la fin du document. Donc où je leur ai rappelé ce qu'est une situation initiale, qui sont les acteurs en présence, qu'est-ce qu'on doit décrire dans une situation initiale, qu'est-ce qui est censé qui est le héros, quelle est la trajectoire normalement du héros et qu'est-ce qu'un élément perturbateur, une chose, quelqu'un, quel est le rôle des péripéties, combien il peut y en avoir, l'élément de résolution, de cristallisation, de dénouement du conflit jusqu'à la situation finale, situation qui permet au héros de retrouver le chemin qui était initialement le sien. Donc une fois qu'on a rebalayé cette structure à travers donc ils l'ont explicité au regard d'une histoire qu'ils connaissaient, donc le petit chaperon rouge. Je leur ai demandé de faire la même chose collectivement à l'oral. Donc moi, j'étais assise derrière mon ordinateur et donc je leur ai demandé, voilà, nous sommes un ensemble d'animaux migrateurs et nous migrons. Mais alors, nous migrons sur quoi? Nous migrons pour aller où? Qu'est-ce qui nous arrive? Et donc, chacun collectivement a proposé des choses, que ce soit l'éléphant, la paraline grise ou encore le manchot empereur. Tous ces éléments, je les ai tapés à la volée. Donc, vous les retrouvez ici sur mon document. Et donc, je les projetais en même temps donc, sur l'écran de la classe. Et donc, juste pour vous lire le point de départ, donc il y avait à bord donc, de cette fameuse arche une hirondelle à ventre blanc, un éléphant, un macareux, une tortue lutte, un saumon, un manchot empereur, une baleine, un mégalodon, un paruline rayé, un aigle royal et un espadou. Donc les élèves ont choisi donc, de faire évoluer l'ensemble de ces protagonistes sur une arche. Tous se tiennent sur le pont de ce qui ressemble à une île mobile à moteur, c'est l'arche des animaux. Chaque année, à la même période, l'arche se déplace pour que les animaux migrateurs renouvellent leur stock de nourriture, quittent des zones froides pour rejoindre des régions chaudes où ils pourront mettre bas et s'occuper de leurs petits. Donc voilà, tout ce texte est vraiment le résultat de leur compréhension de qui sont les animaux migrateurs et les raisons pour lesquelles ils les amènent à migrer. Et ensuite, on a imaginé donc un élément perturbateur qui est donc cette espèce de tsunami qui vient renverser l'arche et qui ensuite va la dévier de sa trajectoire, arche qui devait aller rejoindre les mers chaudes de la mer Jacuzzi et qui ensuite finalement va se retrouver à dévier dans la mer folle où se trouve le kraken. Et donc, chaque élève, depuis son rôle d'animal, a proposé soit une péripétie, soit une résolution de conflit. Et une fois cela fait, on a procédé donc au découpage de l'histoire. Donc le découpage en bande dessinée, comme il s'agissait donc comme l'écriture de la BD avec pour finalité la production de planches de BD, l'idée c'est vraiment de découper des bandelettes d'action, où on voit une situation, des personnages en présence et une seule action, et que chacune de ces bandelettes fasse l'objet d'une case en bande dessinée. Donc, on a découpé ensemble et ensuite, chaque élève a décidé de reproduire ce qu'il voyait sur la bandelette dans une case. On a ensuite, moi j'avais projeté plusieurs modèles de damiers, de planches de BD. Et chaque élève a ensuite collé sur une case du damier, donc sa petite bandelette, et ensuite a dessiné à l'intérieur des cases. Pour dessiner, j'avais, moi, constitué une petite base de documents à partir des éléments recueillis dans l'histoire. Donc, il y avait des bateaux, il y avait tous les animaux en présence. Et ensuite, les élèves pouvaient les décalquer ou directement les coller, mais ils ont fait tous le choix de les décalquer. Certains ayant plus de difficultés que d'autres, mais du coup, ça a permis aussi de développer des liens de coopération quand certains élèves maîtrisaient beaucoup plus facilement l'art du décalcage. Ensuite, alors avant de vous montrer ça, pardon, je reviens juste en arrière. Donc, une fois qu'ils ont coller leur dessin ou effectuer directement leur dessin sur le damier proposé. Je leur proposais ensuite de travailler autour des notions de dialogue et d'ajouter différents éléments textuels propres à la narration en bande dessinée, à savoir par exemple une bulle de pensée quand c'était nécessaire ou encore des onomatopées. Et donc, les petites bandelettes finalement constituaient la voix off
donc du narrateur qui racontait l'histoire, et charge ensuite aux élèves, une fois les dessins positionnés, de développer dans des bulles des dialogues pour indiquer des interactions entre les personnages. Puis ensuite, on est passé à l'étape de la couleur. Le résultat est celui que vous avez aperçu là tout à l'heure. Donc, il y a, je crois que c'était 8 planches de BD qui ont été réalisées à partir de cette histoire. Ces planches ont été présentées à l'occasion de l'exposition que nous avons faite avec l'ensemble de l'établissement autour de la question de la migration. Et les élèves ont aussi, par ailleurs, donc il y a eu des développements connexes au projet. La fin de ma résidence, c'était aussi la réalisation d'une fresque sur le mur de l'établissement sur la question migratoire. Donc, j'avais, moi, offert une carte blanche à un dessinateur qui, à partir des textes qu'on avait développés avec les élèves du collège, plus à partir des dessins réalisés par les enfants. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Ils ont découpé dans des planches, je crois que c'était de plexi, les animaux qu'ils voulaient incarner. Ça a permis du coup d'associer le travail effectué par les élèves de primaire au travail général de la fresque qui jusqu'à aujourd'hui revêt le mur principal de l'établissement. Un autre développement, c'est comme toute cette résidence a tourné autour de la question de la migration. Et comme je vous le disais, la Désirade a une configuration géographique un peu particulière, souffrant et en même temps étant protégée par moments par sa double insularité. En tout cas, cette double insularité fait que les élèves, après le collège, sont amenés à partir de leur île et à migrer, à expérimenter très tôt les conditions de la migration en Guadeloupe continentale, puis par ailleurs dans l'Hexagone France métropolitaine. Et donc, on a organisé toute une performance avec les élèves sur le port au niveau du débarcadère où les élèves appelaient des touristes qu'ils considéraient comme des migrants à venir visiter l'exposition pour leur parler de tout le travail qu'ils avaient fait pendant les 2 semaines de résidence. Voilà, et là, c'est une slide sur laquelle vous pourrez retrouver ultérieurement les ressources qui, moi, m'ont permis de travailler avec les élèves. Tout un tas de liens sur les animaux migrateurs, un lien sur la structure narrative, mais le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a celui-ci, mais il y en a tout un tas d'autres aussi. Et puis, un lien vers, si vous vous intéressez à la BD, vers le site de la Cité de la bande dessinée à Angoulême, qui propose de nombreuses ressources pour faire travailler les publics scolaires sur la question de la bande dessinée. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Anne-Laure. Bonjour à tout le monde. Le programme, je vous ai mis le programme détaillé, de ces 2 semaines, en tout cas avec eux de ces 5 jours d'intervention, pour que vous vous rendiez compte du volume horaire d'intervention nécessaire pour la production. Donc, il y a eu 1 heure sur laquelle moi, je n'étais pas là, qui a consisté à découvrir ce que sont les animaux migrateurs. Puis, une 2e heure où moi, je suis intervenue sur la construction d'une histoire à partir de la redécouverte de ce que c'est qu'une structure narrative. Moi, j'ai été agréablement surprise de la rapidité avec laquelle les élèves ont produit. Alors, moi, j'étais à l'ordinateur, mais ce que je trouve fabuleux quand même avec les publics de primaire, c'est une capacité d'imagination et une désinhibition intellectuelle et artistique qui leur permet très vite en condition de produire des éléments de narration, ce qu'on va moins observer, je trouve, avec des publics déjà au collège et au lycée. Là, c'est allé extrêmement vite. Du coup, en 3e heure, on a pu passer au fameux découpage. Donc, je suis arrivée avec un texte par élève où j'avais aéré. Moi, j'avais déjà pris soin d'aérer les différentes parties à séquencer, mais quand même pour le plaisir pour eux de découper, donc plaisir quand même un peu long, couper et coller les bandelettes pour qu'ils sachent que ça signifie vraiment que la notion de découpage en bande dessinée, qu'ils aient bien en tête une case égale une unité de lieu et de temps et d'action. Et donc, c'est ce que la bandelette était censée signifier. Et qu'une fois apposée la voix off, eux, ils ont eu à construire toute l'imagerie associée à cette voix off. Et ça a duré pour certains. Il a fallu 2 séances pour arriver au terme des productions. Certains élèves étant plus rapides que d'autres. Mais ce que j'ai trouvé aussi très chouette à ces moments-là, c'est les dynamiques de coopération assez spontanées qu'on pouvait observer dans le groupe classe, avec des élèves qui avaient en meilleure maîtrise le dessin, la reproduction par des calques,
ou le coloriage, certains ne voulant pas colorier et d'autres ayant porté assistance à ce moment-là. Donc, en gros, il nous a fallu 5 heures. Et puis après, l'enseignante a plastifié l'ensemble des planches pour qu'elles soient présentées à l'exposition. Voilà, je crois que là, maintenant, j'en ai terminé. À tout à l'heure. Bonjour. Du coup, moi, je viens vous parler d'un livre, à la différence de Jessica, donc un album illustré qui est vraiment, au départ, je le pense pour les enfants. Je le pense pour des enfants de 6 à 10 ans, dès le départ. Donc, je veux que ce soit quelque chose de ludique pour que les enfants apprennent en s'amusant, tout en s'amusant. Après, il y a quelques libertés, mais globalement, les faits qui sont dans le livre sont quand même pas sortis de mon chapeau. Donc, j'utilise des super-héros, donc 5 super-héros anthropomorphiques avec donc 5 personnages, vous en voyez quelques-uns à l'écran, donc qui ont des pouvoirs et ces pouvoirs sont liés aux énergies renouvelables. Le premier exemplaire donc, traite de la pollution des océans par les microplastiques. Donc, j'ai sorti le livre à la fin de l'année dernière et j'ai travaillé en gros l'année précédente dessus. À chaque fois, le livre comporte une histoire, donc qui est adaptée encore une fois pour le public scolaire du primaire en fait. Il y a quelques notes de bas de page. Vous en voyez une à droite avec le petit B du nom de l'équipe, les Biomax. Donc en fait, à chaque fois, ils ont des petits compléments d'information qui peuvent aider à la compréhension. Ils ont de l'information sur le thème général du livre et ils ont un mini quiz. Moi, au départ, je pense que c'est un livre que les parents peuvent lire avec leurs enfants, mais aujourd'hui, je l'exploite aussi avec l'académie ici en Guadeloupe et on s'aperçoit que ça fonctionne aussi bien, mais différemment pour des enfants du CP comme du CM2. En fait, ils vont trouver des intérêts différents dans l'histoire. Et voilà. Donc, du coup, ça, c'est le premier volume. Je le destinais d'abord au CP. Mais il fonctionne visiblement avec plus d'enfants que je ne l'avais imaginé. Et j'imagine déjà d'autres volumes qui vont grandir et qui vont aborder des sujets de plus en plus complexes en fonction de la classe d'âge que je cible. Donc, je suis intervenue sur 3 classes avec des effectifs donc, très légers, 12 élèves pour le CEP, allant jusqu'à 25 pour la classe de CE2, qui sont dans les zones d'éducation prioritaire, donc pas forcément un public toujours à l'aise avec l'écrit. Donc CEP, CE2, le 2 est à sauter dans la présentation, CE2, CM1, donc un mixte. Et à chaque fois, le déroulé de la séance, c'est toujours une partie où on me pose des questions. Ensuite, on exploite le livre donc dans la perspective de la thématique qu'on a choisie. On essaye que ce soit la perspective choisie par l'enseignant. Et ensuite, on fait une activité qui met en œuvre la thématique de manière à ce que ça soit concret et que ça soit empirique et que ce soit une expérience par les sens et pas juste une expérience intellectuelle avec le livre. Donc, c'est pour coupler, parce qu'il y a selon l'intelligence, parfois, les enfants vont mieux comprendre avec l'image et d'autres enfants vont mieux comprendre en manipulant. Donc, du coup, évidemment, le prérequis et le préalable, c'est plutôt d'avoir étudié le livre sur le plan littéraire, mais ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai vécu à chaque fois. Et j'ai eu la chance, en fait, aussi à chaque fois d'avoir non seulement l'enseignant qui était dans la classe, mais d'avoir aussi une conseillère pédagogique qui a pu me débriefer et me permettre de faire évoluer les exercices et les séances. Donc, c'est un élément qui évidemment enrichit la démarche. Donc, voilà les thèmes que j'ai traités. En bleu, ce sont ceux que j'ai déjà été amenée à aborder. En rose, c'est ceux que je prévois d'aborder d'ici la fin du mois de juin. Donc, du coup, si vous le souhaitez, je pourrais éventuellement mettre à jour la présentation avec des exemples d'activités que j'aurais pu mettre en œuvre sur ces deux thématiques supplémentaires. Et puis, les 2 dernières thématiques sont celles que j'aimerais aborder et qui sont pour moi complémentaires des autres. Et voilà, que j'aimerais soit aborder moi-même, soit donner la possibilité aux enseignants de le faire en complément de mon intervention. Donc, ensuite, en élément de contexte, en fait, j'ai eu deux manières d'intervenir. La première méthode étant celle du parachutage, pas forcément confortable, qui ressemble à ce que peut vivre un enseignant remplaçant, qui n'a pas d'informations sur où en sont les élèves au moment où il prend la classe. Donc, pas de connaissances sur le contexte, sur les enfants eux-mêmes,
pas sans échange sur le contenu que j'ai produit. Donc, forcément, je tape pas forcément toujours correctement au bon endroit. Donc, ça fait partie des retours que vous aurez pour les activités que je vais vous présenter. Et globalement, le ressenti, c'est que les enfants n'accrochent pas toujours, aussi parce que ça manque de sens avec ce qu'ils ont fait précédemment. Donc, par rapport à ce que Jessica a expliqué, où elle a fait toute une séquence où ça a pris 5 séances et où il y a vraiment eu une collaboration. C'est vraiment la méthode qui est la mieux. Si vous deviez faire intervenir quelqu'un de l'extérieur, c'est vraiment la meilleure méthode à la fois pour les enfants, pour vous et pour l'intervenant de fonctionner parce que c'est laborieux pour tout le monde. Alors, la deuxième modalité que j'ai testée, c'est un échange préalable avec l'enseignant, enfin approfondi. Je veux dire, pas juste je lui envoie la présentation, mais on réfléchit ensemble à ce que j'ai mis dedans. Et donc, du coup, ça me permet de mieux savoir comment sont les enfants, quels sont les prérequis. Par exemple, j'imagine qu'il faut savoir déjà ça, et l'enseignant me dit, bah non, ça, je ne l'ai pas déjà développer avec les enfants, donc ils ne vont pas l'avoir. Donc, soit je change la modalité d'intervention, soit je leur donne un support supplémentaire pour qu'ils puissent démarrer quand même là où je veux les emmener. Et donc, c'est beaucoup plus fluide pour les enfants, c'est beaucoup plus fluide dans l'animation, parce que là, l'enseignant peut beaucoup plus prendre la parole, il peut relancer les enfants parce qu'il sait où on va. Donc, du coup, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde et c'est beaucoup plus cohérent puisque même dans la manière de présenter, l'intervenant peut dire, voilà, on a décidé de travailler avec votre enseignant sur telle thématique parce que ça fait du sens avec ce que vous avez vu précédemment et plein de choses. Et la dernière modalité que je n'ai pas encore testée mais que je m'apprête à tester, c'est vraiment de construire avec l'équipe du rectorat une séance, peut-être une séance ou une séquence, ça c'est encore en discussion, mais du coup, ça fera que ça devrait être encore plus fluide, mais ça, je n'ai pas encore pu, ça sera l'année prochaine, donc éventuellement, je pourrais vous en faire part une prochaine fois. Donc, j'ai mis d'abord une manière d'exploiter le livre, parce que je ne vais pas forcément expliquer toutes les manières dont j'ai pu exploiter, parce que je sélectionne qu'un passage ou deux. Mais en gros, à chaque fois, c'est une exploitation qui se fait dans le cadre d'une heure qui dure 45 minutes. Et donc, dans ces 45 minutes, je consacre le début de la séance à traiter du livre. C'est le point de départ. Donc là, en l'occurrence, le thème qui avait été choisi, ça avait été la coopération. Donc l'idée, c'était qu'à partir des passages du livre, les enfants puissent comprendre pourquoi il faut coopérer et en particulier dans une perspective de résolution de problèmes environnementaux. Et donc, du coup, on lisait 2 passages du livre et ensuite, je les guidais pour analyser, pour comprendre la valeur de la coopération à travers une grille de questions qui était sous forme de tableau. Donc, les enfants travaillaient en groupe d'abord, puisque l'idée, c'était aussi que la séance leur serve à un peu toucher la coopération. Alors, ils ont déjà l'habitude de travailler en groupe. Cette classe-là est déjà configurée en fait en petits groupes de table. Donc, ça aide évidemment beaucoup parce que déjà, on gagne le temps de la mise en place. Ça paraît rien, mais c'est quand même déjà pas mal. Et puis, ils ont l'habitude de fonctionner. Et du coup, la consigne était, vous travaillez, vous regardez les questions, vous produisez vos réponses, vous les gardez dans un coin de votre tête et il y en a un de vous qui va venir prendre la parole ensuite. Et vous ne savez pas à quelle question vous allez devoir répondre, mais tout le monde écoute. Et éventuellement, parce qu'il y a des questions qui sont fermées et où il n'y a pas 25 réponses, mais il y a des questions qui sont plus ouvertes et où là, peut-être que vous allez pouvoir venir donner un complément d'information. Donc, du coup, c'est pour leur faire travailler leur capacité d'écoute, parce que souvent, quand on pose une question en classe, on s'aperçoit que les enfants répètent 10 fois la même chose parce qu'ils ne s'écoutent pas. Ils ne voient pas qu'en fait, l'important, c'est de venir ajouter en plus. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on avait comme consigne, vous écoutez vos camarades et vous n'intervenez que pour apporter une information complémentaire selon la question. Et donc, du coup, je vais vous montrer les 2 passages qu'on a travaillés, mais il faut savoir que le deuxième passage s'arrête avant qu'on voit la résolution du problème, donc comme parlait Jessica au niveau de la structure narrative, et donc on s'arrête et il va y avoir une ellipse après. Et on va passer à la résolution du problème. Et donc, du coup, il y a une période que moi, je n'ai pas traitée, mais que j'ai imaginée, évidemment. Et du coup, pour les enfants, ça pourrait être intéressant de travailler juste cet élément de dialogue entre les personnages sur la réunion qui prépare
leur intervention pour sauver le bateau. Alors, je n'ai pas expliqué, mais l'histoire au départ, c'est un bateau avec du matériel, des jouets et des matières premières pour fabriquer des jouets dans les ateliers du Père Noël qui est amené à être pris dans le 7e continent. Et donc, du coup, si on ne le sauve pas, le bateau va être perdu en mer. Donc, du coup, c'est pour ça que nos super-héros sont amenés à intervenir. Donc, du coup, il y a un vrai problème. Il y a un vrai enjeu et normalement, ça doit stimuler l'imaginaire. Alors, je ne l'ai pas testé. J'ai soumis au professeur. Il avait l'air intéressé. Donc, je ne sais pas si ça sera produit ou pas. Mais c'est pareil, si c'est des choses qui existaient dans le futur, je pourrais très bien vous les partager par la suite. Donc, voilà, il y a 2 passages. Un passage, même visuellement, c'est très clair. Il y a une seule personne qui intervient. Et comme il intervient seul, en l'occurrence, il utilise son pouvoir, mais un peu à tort et à travers, sans vraiment réfléchir. Enfin, voilà. Et un deuxième passage où tout le monde est autour d'une table et tout le monde réfléchit. Vous voyez qu'en plus, on a mis graphiquement en exergue certains éléments de langage pour renforcer l'attention des enfants, donc sur le plan graphique. Ça peut être aussi quand on lit des moments où on adopte un ton différent. Donc voilà, et on les fait réfléchir sur comment sont disposés les yeux les uns par rapport aux autres, les bouches sont ouvertes ou fermées, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que forcément, ils ne vont pas forcément tout de suite expliquer qu'ils sont en train de se réunir, qu'ils sont en train de discuter, qu'ils sont en train d'élaborer un plan. Tout ça, ça doit accoucher, même si je leur pose des questions, c'est vraiment un travail qui prend bien les 20 minutes en question. Donc, voilà ce qu'ils ont produit à la fin des 20 minutes. Donc, ils ont bien identifié qu'il y avait 2 situations différentes. Ils ont bien compris qu'il y en avait un qui agissait seul et les autres qui essayaient de réfléchir ensemble. Il y avait l'idée d'une planification. Ça, ce sont des mots ils n'ont pas dit planification, mais ils ont dit plan, par exemple. Donc, il y a déjà plein de choses qui ressortent sur le fait qu'on a un objectif commun, qu'on travaille tous ensemble pour la même chose, qu'on va s'écouter, qu'on va discuter, enfin, qu'on a un papier et un crayon. Donc, on est dans une démarche vraiment intéressante. Ça, c'était une forme d'exploitation littéraire. Ensuite, j'ai mis en œuvre, en fait, sur chaque séance, je mets en œuvre des activités qui visent à les sensibiliser à des questions environnementales. Et donc, du coup, sur la pollution des océans, là, c'était tout simple. C'était juste, je prenais des photos. Là, vous avez 2 exemples de photos. Et donc, sur une intervention qui durait 45 minutes, ça durait que 10 minutes. Et donc, du coup, je montrais aux enfants les images. Pareil, je leur demandais de prendre un petit moment pour réfléchir, pour regarder. On ne parle pas tout de suite, on ne prend pas tout de suite la parole. Et ensuite, ils viennent m'expliquer les objets qu'ils voient. Je leur pose des questions sur la matière pour savoir est-ce que c'est plutôt du plastique. Ils ont pu voir qu'il y avait des filets de pêche. Ils ont vraiment compris d'où pouvait venir la pollution et que finalement, il y a des objets de notre quotidien. Donc, l'objectif était rempli. Et c'est pour ça que ça a bien fonctionné, encore une fois, avec des enfants de CEP. Si on voulait aller plus loin avec eux, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser avec des enfants un petit peu plus grands, plutôt CE1, CE2, ça serait pareil, une activité de 10 minutes, toujours pour prendre conscience des objets qui polluent dans les océans. Alors là, il s'agit de visionner un film et ensuite de demander aux enfants, à partir de leur compréhension du film, quelle est l'image qui s'approche le plus de la réalité. Parce qu'on a plutôt tendance à penser que c'est très, très dense. Et même dans mon livre, pour des raisons, il faut illustrer, donc c'est difficile. Si je mets juste une mer calme où il n'y a rien, c'est difficile pour les enfants de prendre conscience qu'il peut y avoir un danger pour le bateau. Donc, du coup, on a des libertés artistiques avec la réalité. Et donc, du coup, cette séance-là, cette activité-là permet de remettre la réalité. La réalité, c'est que c'est la dernière image où il n'y a quasiment pas d'objet visible qui s'approche le plus de ce qu'on appelle le 7e continent. Donc, du coup, c'est ça qui est intéressant. Alors, cette activité-là, je n'ai pas forcément pu la réaliser parce qu'un autre souci qu'on peut avoir quand on intervient, moi, je ne savais pas, par exemple, que dans cet établissement-là, il n'y avait pas le Wi-Fi. Donc, du coup, je n'avais pas téléchargé la vidéo de mon côté et du coup, c'était impossible de pouvoir réaliser cet exercice-là précisément dans les modalités que j'avais imaginées. Autre activité qui est intéressante, pareil, j'ai appris après que la géographie et les continents, c'est plutôt pour les CM2. Moi, j'avais imaginé ça pour les CE2, CM1.
mais du coup, c'est pour prendre conscience que le terme de 7e continent, donc qui est utilisé dans le livre, renvoie pas forcément à un continent comme les enfants connaissent, mais que ça renvoie à d'abord une localisation qui est éclatée à l'échelle de la planète, puisqu'il y a 5 endroits où on considère que le 7e continent existe. Et donc, du coup, c'était pour leur faire travailler un peu la géographie. Dans une vie antérieure, j'étais prof d'histoire-géographie, donc je pense que c'est pour ça que j'étais sensible à cette activité-là. Et donc, du coup, je vous ai mis les questions que je leur avais posées à la suite. Donc, voilà, ils avaient une carte, ils avaient des flèches. Ils devaient identifier d'abord où avait eu lieu la découverte du 7e continent, en l'occurrence dans le Pacifique Nord. Et ensuite, ils pouvaient remplir les autres éléments à partir de la vidéo qui mentionnait les autres lieux. Donc, voilà ce à quoi on devait arriver. Bon, ce n'était pas aussi esthétique sur leur production à eux, mais c'était ça l'idée. Autre activité, alors que j'avais imaginé assez courte et qui en fait était beaucoup plus longue et qui mériterait, je pense, vraiment facilement 20 à 25 minutes, largement. En fait, pour les CE2, donc toujours c'est 15 minutes sur une séance de 45, mais à mon avis c'est 20. Il faut comprendre la stabilité de la matière, parce qu'au départ, c'est parce que le plastique a beaucoup d'avantages sur d'autres matières qu'on l'a utilisé de manière aussi massive, et ensuite comprendre comment il se dégrade, puisque c'est un des sujets qui est abordé pour arriver jusqu'au microplastique dans les océans. Donc, du coup, en début de séance, avant même qu'on fasse l'activité, je fais intervenir un enfant, je lui demande de prendre 2 verres d'eau. Il prend 2 matières sur une table où j'ai disposé à la fois du plastique et autre chose. Et on vient placer ces 2 matières-là dans l'eau et on va venir à différents moments de la séance, donc après l'explication du livre, et puis encore quelques minutes encore après, donc essayer de découper 3 moments, au début, au milieu et à la fin. On vient voir comment le plastique a évolué et comment l'autre matière, évidemment, il vaut mieux choisir des matières qui vont facilement, genre du carton ou des choses qui vont pouvoir se dissoudre plus facilement, pour leur montrer, en fait, même si c'est un peu manipulé, hein, mais c'est quand même à vocation didactique. Donc, normalement, avec ça, ils comprennent. Et j'ai même pensé, moi, je l'avais fait avec de l'eau tout court, mais si vous habitez près de la mer, eh ben, on peut même prendre de l'eau de mer véritablement pour faire une vraie expérience comme ce qui se passerait une fois que la bouteille en plastique est arrivée dans la mer. Ensuite, je distribue de l'eau d'image que les enfants vont devoir découper pour reconstituer un schéma qu'on va voir ensuite et qui reprend des informations qu'on a déjà vues dans le livre, dans les passages qu'on a exploités. Et je leur fournis donc ces deux blocs, un bloc d'images donc tout noir où il y a le soleil, le feu, la pluie, un bateau, un plongeur et des vagues. Ils doivent sélectionner parmi ces éléments qu'est-ce qui attaque le plus et qui est le plus susceptible de casser le plastique pour le rendre infiniment petit. Et ensuite, ils avaient les bouteilles à différents stades, donc la bouteille en entier et jusqu'à des morceaux les plus petits possibles. Et donc, l'objectif était d'aboutir à ce schéma-là. Donc, clairement, à la fin de la séance, je suis pas du tout, alors j'ai pas pris de photos de ce que les enfants avaient produit, ça manque peut-être au retour d'expérience, mais on n'est pas du tout arrivé à ce niveau-là d'explication. Ils ont bien mis le soleil et ils ont bien mis la mer. Ils ont bien commencé à mettre la première et la deuxième bouteille, mais en gros, ça s'est arrêté. Je dirais que les 3 premières étapes étaient faites, mais on n'est pas arrivé jusqu'au plancton qui peut manger les tout petits bouts de microplastique. Donc, voilà, plus de temps, peut-être avoir découpé les éléments au préalable pour que les enfants puissent tout de suite s'en emparer pour gagner du temps. Ça ferait qu'on gagnerait en activité et en dynamisme pour cette activité-là. Autre intervention, toujours avec des CE2. Là, ça a duré 25 minutes. En fait, je les mets au défi de trier des enveloppes que je leur distribue. Ils ont des petits morceaux de différentes matières. Je leur mets à côté, pas les objets parce que je les avais plus en ma possession, mais en revanche, j'ai pris des photos des objets avant de les découper. Et donc, du coup, ils peuvent ils peuvent essayer de recouper d'abord quel objet correspond à quoi. Et ensuite, ils doivent trier entre plastique et pas plastique et ensuite entre recyclable et pas recyclable. L'idée pour moi, c'est qu'ils comprennent que trier, c'est pas évident et que du coup,
on a besoin d'aide pour savoir trier. Et donc, du coup, qu'il y a des logos et que ces logos sont présents sur les objets qui nous entourent de notre quotidien et qu'il faut savoir les lire, comme on lit du français, comme on lit du portugais, comme on lit du brésilien, comme on lit n'importe quoi. Il faut savoir lire les logos et être vigilant. Parce qu'un même objet peut contenir des parties recyclables et des parties non recyclables. Il y a des subtilités qu'il faut leur faire toucher du doigt. Donc voilà, ils avaient 1 minute pour trier, plastique, pas plastique. Et un deuxième défi, 1 minute pour trier recyclable, pas recyclable. Alors j'avoue qu'1 minute, c'est peut-être un peu court, mais bon, je voulais quand même que l'activité soit enchaînée. Donc chaque défi est suivi d'une phase où on compare à l'intérieur de son groupe. Donc on va voir ce que le voisin a fait ou le voisin d'en face. Et éventuellement, on identifie qu'il y a des différences et on leur dit, essayez d'échanger entre vous pour comprendre pourquoi le petit voisin d'à côté ou la petite voisine, pourquoi elle a trié différemment, comment elle a expliqué. Alors ça, c'est aussi un élément parce qu'on peut apprendre des autres et c'est un élément pour moi qui va dans la coopération, c'est qu'on n'a pas toute la connaissance et on n'aura jamais tout. Et donc, du coup, il faut s'entraider, il faut se posséder de ce que les autres peuvent savoir. Et ce qui est intéressant sur cette activité-là, c'est qu'en fait, les enfants ont douté. Et alors, c'est quelque chose que je n'ai pas encore bien exploité, mais je pense que c'est vraiment intéressant pour construire le savoir, c'est leur faire comprendre qu'à partir du moment où je doute, je me questionne, je vais chercher de l'information. Et donc, du coup, c'est parce que je n'ai pas de certitude que je peux m'améliorer, en fait. Et avoir des certitudes, quelque part, elle serait contre-productif au fait d'avoir de la connaissance. Enfin, somme toute, enfin voilà, sans aller peut-être jusque-là, mais ça me semble vraiment intéressant à creuser. Et donc, du coup, ils ont utilisé les logos pour se réassurer. Donc, je leur ai donné les logos et ensuite, on a repris en classe tous ensemble pour valider ce qu'on pouvait recycler, ce qu'on ne pouvait pas recycler et je leur ai apporté des éléments complémentaires. Un autre élément, alors là, qui n'a pas forcément bien fonctionné, au bout. En fait, ça a fonctionné en partie, mais pas complètement. Je vais vous expliquer pourquoi. L'objectif qui avait été assigné, c'était d'écrire une charte d'engagement sur qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, eux, à l'échelle locale, pour améliorer et moins polluer les océans. Donc, c'était ambitieux, parce que dès qu'il faut qu'ils écrivent, c'est quand même toujours un vrai challenge. Donc, du coup, au départ, pour les faire passer à l'action en rédigeant, déjà, avant de mettre en œuvre leur charte, on s'était dit qu'on pouvait les amener à s'interroger sur leur consommation. Parce que, voilà, de manière évidente, on utilise des tas d'objets en pensant qu'il n'y a que ces objets-là qui fonctionnent, qui existent, alors qu'en fait, quelques années auparavant, moi, quand j'étais petite, j'avais des règles en bois, je n'avais pas de règles en plastique. Les règles en plastique sont apparues après. Donc, en fait, tous les objets ont eu une vie avant le plastique, enfin beaucoup. Et du coup, c'est intéressant de leur faire creuser aussi, de leur faire toucher du doigt tout ça. Et donc, du coup, ça, c'était la première étape. Je leur montrais des exemples d'objets, je vais vous montrer. Et ensuite, je leur demandais de lister dans leur quotidien, eux, d'écoliers, qu'est-ce qu'ils utilisent. Ils peuvent sortir des objets de leur trousse, ils peuvent regarder dans leur cartable, qu'est-ce qu'ils utilisent, c'est quoi comme matière, et s'interroger, est-ce que ça pourrait être remplacé, si c'est du plastique, par un autre objet? Est-ce que ça existe? Est-ce que je sais si ça existe? Voilà. Donc, pour pousser au maximum, j'avais pris des images avec du suremballage, parce que c'est quand même le gros problème qu'il y a avec le plastique, c'est quand même l'emballage. Donc, on voit les aberrations des carottes qui sont emballées enfin, j'espère que ça n'existe pas au Brésil, mais chez nous, enfin, peut-être pas en Guadeloupe, je n'ai pas vu ça, mais en tout cas, je suis sûre qu'à Paris, ça doit exister. Et donc, du coup, leur faire toucher du doigt que chaque objet peut être remplacé par un autre objet, peut-être moins polluant. Parce qu'au final, à la fin de l'usage, il me reste quelque chose ou il ne reste pas. Donc, c'est déjà une première manière de moins polluer, c'est d'utiliser des choses qui n'ont pas d'emballage. D'accord, je me dépêche. Voilà, donc le deuxième volet de cette activité, c'était une fois qu'on a produit quand même des déchets, parce qu'ils ne passeront pas tous au savon, il y en a qui vont quand même garder le gel douche. Faut être lucide. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? Et donc, comprendre qu'il y a différentes manières qu'un déchet peut ne pas être un déchet
Et donc, du coup, qu'effectivement, il y a la poubelle, c'est ce à quoi ils pensent le plus souvent. Ici, on a la chance, je ne sais pas chez vous au Brésil, mais beaucoup d'enfants, si on vit à la campagne, si on intervient à la campagne, les enfants ont encore l'habitude qu'on composte. En fait, ce n'est pas compost, mais c'est manger cochon ici qu'on dit, c'est-à-dire on va donner à manger au cochon. Et donc, du coup, ils ont déjà cette habitude-là, qui est plutôt une habitude qu'il faut essayer de faire perdurer, puisqu'en fait, elle est déjà dans la culture, donc autant l'exploiter. Ensuite, il y a les bornes de tri dont ils ne connaissent pas forcément la signification. Et puis, il y a le don. Alors, ils vont y penser, par exemple, pour les vêtements, mais ils ne vont pas forcément y penser pour tout autre objet du quotidien qu'on peut être amené à donner. Donc, on a fait le travail. J'ai commencé d'écrire au tableau ce qu'ils auraient pu faire, mais ils n'ont pas eu le temps de recopier. Donc, on a pris en photo, il me semble qu'il y a une des enseignantes qui a dû prendre en photo et qui avait pour mission de leur faire recopier dans leur cahier. C'est pour ça que je dis que l'activité, elle était, là encore, un peu trop longue. Alors, bon, est-ce que vous voulez qu'on passe aux questions et je n'aborde pas la dernière activité ou comment vous voulez faire? Je pense que c'est très rapide, on peut aborder la dernière activité. Donc là, juste 5 minutes pour travailler sur la chaîne alimentaire. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très important et qui est présent dans le livre, puisqu'il y a un des personnages qui va manger du poisson et qui va se rendre compte que quand il mange du poisson, il mange aussi du plastique. Et du coup, je voulais absolument utiliser cette image choc pour montrer aux enfants que déjà, eux, ils consomment du plastique tous les ans parce qu'ils mangent du poisson. Donc, les faire travailler sur la chaîne alimentaire pour qu'ils comprennent, voilà, comment. Alors, c'était un peu la suite de l'activité où on voyait le plancton qui mange le microplastique. Donc, ça, on était tout en bas de la chaîne et globalement, il fallait reconstituer cette chaîne. Ils avaient un texte, donc j'ai mis le lien vers le texte, qui pouvait un peu les aider en complément de ce qu'on avait pu voir dans le livre. Ils avaient des animaux, il fallait les découper et les replacer dans l'ordre du plus grand au plus petit pour simplifier, hein, même si c'est beaucoup plus complexe dans la réalité, la chaîne alimentaire des océans ne se limite pas à juste les petits qui sont mangés par les gros, puisqu'il y en a qui mangent que des végétaux, il y en a qui vont manger… mais bon, c'est une première approche. Et donc, du coup, à partir des animaux qu'ils avaient sur la gauche, ils devaient arriver à quelque chose qui serait de l'ordre de la droite. Donc, bon, ça, pareil, c'était un petit peu trop ambitieux pour le temps. Voilà. Je vous laisse poser des questions. On se remet à deux. Voilà. Merci à toutes les deux pour cette présentation sur votre expérience très, très intéressante et très riche. Maintenant, je vais laisser prendre la parole à nos chères coordinatrices et professeurs qui sont présentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La présentation sera mise en ligne sur la plateforme pour vous, professeurs de Fondamental 1. Voilà, à vos questions. Eline, si tu veux commencer peut-être. Je sais que tu as déjà commencé à travailler avec tes élèves, à imaginer plusieurs projets. Oui, nous avons déjà envoyé quelques vidéos pour qu'ils commencent à travailler déjà, mais nous ne sommes pas en classe présentielle et c'est un peu difficile de travailler avec eux. Et nous faisons juste leur informer quelque chose et donner des classes à propos de la finalité. Et c'est très intéressant de travailler ça. C'est des idées des professeurs aussi, de travailler comme elles ont travaillé. C'est un bon exemple. Merci. Merci pour vos contributions. Merci. En effet, pour rappel, donc ici, il y a encore la plupart des écoles publiques, par exemple, qui sont fermées ou qui ne sont pas encore retournées en présentiel et qui ne savent pas encore à quel moment ils vont retourner en présentiel. Et certaines parties du Brésil, comme celle d'Eline, les élèves ont extrêmement de mal à avoir accès à des technologies pour pouvoir suivre les cours en ligne. Il y a des parties du Brésil plus touchées que d'autres et des publics plus touchés que d'autres. Voilà, ça, c'est compliqué. Et quand c'est comme ça, donc du coup, c'est la continuité pédagogique en ligne, c'est ça? Et là, il n'y a pas une fracture numérique importante au Brésil? Ici, en Guadeloupe, ça n'a pas vraiment beaucoup marché, même si le rectorat a plutôt eu envie de communiquer sur le caractère positif voilà, de la solution adoptée. Mais en fait, dans la réalité, par exemple, je ne sais pas comment c'est pour vous, Eline, mais
ici, moi, j'ai connu une enseignante qui était en zone d'éducation prioritaire et qui faisait des petits plis chez elle parce qu'elle avait tout le matériel, photocopie, etc. Et qui, du coup, faisait des plis individuels et allait déposer, en fait, aux parents. Et ensuite, parce qu'on est aussi dans cette ville où elle intervient à Pointe-à-Pitre, qui est un grand bassin d'immigration avec une population haïtienne, dominicaine, etc. Donc, un accès à Internet un peu limité. Du coup, les enfants se connectaient au téléphone de la maman le soir et elle animait une petite séance à partir donc, des documents qu'elle avait remis sous pli. Alors, ça demande une logistique incroyable. Je dis pas, c'est juste que pour elle, ça a été la seule condition de maintenir une espèce de une continuité pédagogique. Voilà. À ce moment-là, tout ce qui a été WhatsApp a été super bénéfique pour eux parce que du coup, les parents jouaient le jeu de pouvoir poster des informations, faisaient des photos des enfants en train de travailler, en train de travailler sur les documents qu'elle avait faits. Bon, voilà, je ne sais plus si on est tout à fait enseignant quand on va jusque-là, mais je sais que finalement, ça a été elle le seul moyen pour pouvoir garantir un maintien de la relation avec les élèves et d'avoir, en plus du maintien de la relation, de la production supervisée par les parents. Il y avait vraiment quelque chose d'assez incroyable. C'est la seule que je connais qui a fait tout ça. Hein. Je pense que c'est vraiment pas aisé, mais voilà. Les professeurs surtout de français, ils travaillent comme ça. Ils font des vidéos et ils les mettent dans les plateformes et ils envoient aux parents. Et quand les enfants ont des doutes, ils font une vidéo classe sur le Zoom aussi pour retirer les doutes des élèves et des parents parce que y a des parents qui ne savent pas le français aussi. Et les parents, ce que je vois, c'est que les parents apprennent aussi le français avec leurs enfants. C'est bon, c'est une bonne expérience, mais on préfère voir les élèves en vrai et rester avec eux. Mais c'est un peu difficile à cause de l'Internet parce que le monde a des ordinateurs, une bonne Internet. Et aussi, les parents travaillent toute la journée et à la fin de la journée, ce que les enfants vont faire, ce devoir, parce qu'ils font aussi avec leur portable, ses parents. Et quelquefois, il y a 3 à 5 fils dans une maison qui ont besoin d'un même portable. Sûr. Oui, là, nous, on est intervenu à des moments où c'était possible et où il n'y avait pas la problématique de confinement, puisque depuis qu'on n'a pas été reconfinés depuis l'année dernière. Enfin, on est reconfinés, mais les enfants vont quand même à l'école. Je pense qu'ils vont retourner à l'école en août parce que les professeurs, ils commencent à être vaccinés. Ils ont commencé cette semaine, mais ils ont une deuxième dose de vaccin et on a l'espoir qu'ils recommencent en août. J'ai vu Héloïsa lever la main, je crois. Oh, oui. Jessica, vous avez montré quelques titres de BD. Vous croyez que c'est facile de les trouver sur Amazon? Oui, sur Amazon, sans doute, je pense. Maintenant, je me demande si dans les bibliothèques, médiathèques des alliances du réseau, peut-être pour certaines. Après, ce qui est possible de faire, Thomas, c'est par rapport au sujet, si tu me renvoies un mail, moi, je peux essayer de faire une petite liste de BD sur le sujet. Et après, vous voyez comment, vous avez peut-être une maison de la presse quelque part ou pour faire une commande groupée. Voilà. Peut-être ça peut être plus. Voilà. Enfin, vous voyez, mais dites-moi. Ouais, on peut établir une bibliographie. J'ai bien aimé et je pense avoir dans la bibliothèque du lycée. Comme ça, on peut faire des activités aussi avec les élèves. Ils peuvent, bien sûr, les feuilleter, avoir des idées. On va raconter l'histoire. Voilà, c'est génial.
Je vous remercie, hein, Jessica. Avec plaisir. Avec plaisir. Pour le côté primaire, en plus, j'allais dire primaire-collège, ce sera beaucoup avec Anne-Laure qu'on va construire la bibliographie. Je pense qu'elle a dû beaucoup lire de livres plutôt jeune public, expliquer l'environnement au public jeune. Je peux vous conseiller d'autres livres, effectivement. Si ça vous intéresse, on peut, en complément de la présentation, vous indiquer quelques livres pour les plus jeunes. Je vous enverrai Normalement, les jeunes adorent les BD. Hein. Ils adorent les BD. Oui, ça marche très bien. Après, oui, je ne sais pas ce qu'il y en est au Brésil au niveau de l'édition. Je sais que c'est un marché qui est un marché du livre très important avec beaucoup d'éditeurs, que c'est un marché quand même foisonnant. Il y a même un bureau du livre du coup au Brésil. Maintenant, comment les éditeurs brésiliens et plus généralement les auteurs brésiliens se saisissent de la question environnementale. En tout cas, ce que j'ai remarqué ici, c'est que les élèves, même s'ils ont un appétit important, généreux pour la bande dessinée, c'est plutôt même le manga que la bande dessinée. Le manga va moins parler d'environnement. Et du coup, par contre, dès lors que le livre aborde des questions environnementales de leur territoire, alors ils se sentent un peu concernés. Voilà. Et donc, nous, on peut vous envoyer quand même des références et je pense que c'est intéressant. Mais c'est aussi intéressant de regarder ce qui, au niveau de l'édition locale, se fait sur la question environnementale parce que dès que ça va parler, moi je le vois en Guadeloupe ou en Martinique, dès qu'il y a le mot Guadeloupe ou le mot Martinique dans le livre, tout de suite les yeux s'ouvrent et s'émerveillent parce que quelque part, on leur propose aussi d'explorer une partie de leur territoire qui restait invisible jusqu'alors à leurs yeux, quoi. Donc, je pense qu'il faut aussi faire cette recherche en parallèle, regarder ce qui se fait sur place. Je vous enverrai le sujet de la catégorie fondamentale 1. Il est encore secret. Il sera révélé le 5 juin, je vous rappelle. Mais donc, Jessica, je vous l'enverrai pour produire une bibliographie. Nous ne dirons rien. Est-ce que Narcélie ou Maryse, Diana? Oui, Narcélie. Oui, bonjour. Juste pour en parler, que de mon côté, j'essaye de faire des BD, de créer des BD avec mes élèves. On a fait sur un site qui s'appelle Pickstone. On a déjà créé des BD courtes. Alors, il sera très utile ces conseils pour en faire une BD sur ce thème. J'ai déjà commencé avec la vidéo le problème insoluble du plastique. Ils ont bien aimé, ils sont motivés à participer du projet. Ce sont des élèves du lycée, ni un groupe petit. Alors, je ferai par la suite peut-être une proposition de BD qu'ils créeront. Ils sont très créatifs. Oui. Donc, sur ce site qui s'appelle Pickstone, on peut utiliser la version gratuite. Ils peuvent créer les personnages et puis mettre des scénarios, ajouter les paroles. C'est très créatif et ils ont adoré. Ah, c'est super. Donc, je laisse. Ouais. Moi, ce que j'ai remarqué par rapport au lycée, je pense que le projet, je pense que c'est un projet qui peut bien marcher. Peut-être c'est quelque chose que vous avez observé aussi. Plus vous montez en âge et plus vous allez vers une acquisition du langage et plus vous êtes inhibé au niveau du dessin. Plus vous êtes petit et plus vous êtes libre au niveau du dessin. Jamais vous dites « je ne sais pas dessiner », vous dessinez, un point, c'est tout. Et plus vous gagnez donc dans cette acquisition intellectuelle de la langue et plus vous ramollissez au niveau de la créativité du dessin. Du coup, j'ai moi un mal fou à faire des ateliers, scénarios, BD au lycée. Ça ne marche pas, c'est difficile. Ah non, mais madame, moi, je ne sais pas dessiner. Ah non, 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 non. Et puis, on va se moquer de moi, ceci, cela. Mais par contre, dès lors qu'on fait intervenir le numérique à travers un outil comme ça, qui répond dans les codes d'utilisation, au téléphone et puis à toutes les applications qu'ils mobilisent dans leur vie au quotidien, tout de suite, ça les remet un peu acteurs et on soulève la contrainte. Le tabou n'existe plus et on est de nouveau dans quelque chose de performatif. C'est ça, c'est mon univers, quoi. Donc dès qu'il y a une appli, un outil, ça marche bien. Un élève m'a fait la remarque là sur notre projet de jeu de société. Quand on dessine, nous on dessine des prototypes, on fait vraiment, on est là au feutre, on découpe. Bon, et il me dit, non, mais madame, moi, je n'étais pas trop venue pour ça. Mais dès qu'on le met sur le logiciel pour détourner des œuvres d'art,
tout de suite, ça y est, il est de nouveau en pleine maîtrise et il n'a plus l'impression qu'on le rabaisse dans son potentiel technique et artistique, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce truc de, OK, chez les publics de lycée, d'entendre la demande d'utiliser le plus possible les outils numériques pour pouvoir être du côté de la production créative. Ouais, ça marche bien et ils ont maîtrisé mieux que moi l'appli dans un cours. Moi, j'ai mis du temps à m'habituer parce qu'il y a des fonctionnalités diverses. Ils ont créé des BD courtes, voilà, avec 5, 6 parties et ils ont fait eux-mêmes. Le thème était un autre. Oui, on a travaillé sur un autre thème, mais je crois que je l'utiliserai encore. Parce que le succès a été vraiment intéressant. Et ces thèmes, et ils sont bien conscients. Je crois que le public est plus conscient de la protection des océans. Ici, j'habite à Florianópolis. C'est une île, oui, au sud du Brésil, à Santa Catarina. Et il y a de la plage partout. On est entouré des plages et malheureusement, bien sûr, la pollution est là. Mais comme c'est une ville très touristique, on fait très attention, oui, à protéger notre île et je crois que le thème sera d'intérêt, oui, toujours. Ils sont très conscients. Il y a dans notre collège un projet qui s'appelle Lixo Zero, c'est déchets zéro, comme ça. Et dans tout le collège, ils ont fait des actions. Par exemple, les gobelets en plastique sont interdits. Pendant la récré, ils ont créé des gobelets réutilisables. Donc, tous les collèges les utilisent. Il y a de petites actions au long de l'année préservées pour protéger la nature. J'essaierai de le mettre aussi dans ce thème et de commencer à faire des choses avec eux. Et on a déjà fait 2 cours, oui, cette semaine. Ça marche très bien. Le matériel que vous nous envoyez, les idées, on vous remercie. Et par rapport à ce que vous dites, ça me fait penser à il y a un livre que je viens d'acheter là, je crois que c'est La politique des petits gestes ne suffit pas. Et en fait, cette politique des petits gestes ne suffit pas à faire une politique globale de protection de l'environnement, mais elle commence nécessairement par là. Et j'ai l'impression que du coup, pour les publics petits, pour les plus petits d'entre nous, dès lors qu'on parle de l'océan, c'est vaste, le plastique, même si pour eux, voilà, quand on leur montre une bouteille, c'est une matière tangible. Cette politique des petits gestes, voilà, de plus venir avec des objets en plastique pendant la pause, c'est déjà prendre conscience de comment on peut faire évoluer les choses dans l'espace-temps de son propre quotidien. Et je trouve que ce type d'expérience, d'abord partir du plus petit, quoi, de la situation à leur échelle, ça permet plus facilement, avec l'âge, progressivement au collège, ensuite au lycée, d'aborder des sujets de plus ample envergure. Je me souviens que l'une des premières conversations qu'on a eues avec Thomas, on brainstormait comme ça sur des exercices possibles. Dès qu'on fait réfléchir les enfants à la question environnementale, on les amène à questionner le voir. C'est ce qu'Anne-Laure disait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous observez? Or, c'est aussi une génération qui voit à travers plein de filtres, et notamment ceux des réseaux sociaux, Internet, etc. Du coup, elle voit mal. Et donc, moi, on s'était dit comme ça, ce serait sympa aussi comme exercice de leur proposer de questionner dans leur mémoire familiale, par exemple, de demander à un parent ou à un grand-parent amène-moi à un endroit que tu as bien aimé quand tu étais plus jeune et si tu as encore des photos, par exemple, ou allons chercher sur Internet des photos de cet endroit, du littoral côtier pour faire parler, par exemple, de l'érosion côtière ou de la transformation, l'urbanisation, la bétonisation de ces littoraux, de dire voilà la photo d'époque et voilà aujourd'hui, et qu'on raconte l'histoire manquante entre ces deux photos pour rendre conscient finalement tout ce travail de destruction en fait, du fait du développement des activités humaines et de leur prise sur le territoire et l'environnement. Donc voilà, je trouve que chez les petits, il est facile. Il faut trouver des angles pour pouvoir rendre visible l'invisible. Rendre visible l'invisible, ça peut aussi se consolider à travers cette petite politique du quotidien,
avant, nos parents, ils allaient à l'école, ils avaient des bouteilles en verre qui étaient consignées. Et donc, ils devaient laisser un franc à la consigne quand ils ramenaient leurs consignes, etc. Aujourd'hui, on est tous là avec nos bouteilles en plastique. Qu'est-ce que ça a généré comme dommage collatéral? Certes, on n'a plus la consigne en argent, mais qu'est-ce que ça a généré par la suite? Et ça, les élèves, ils peuvent voir, observer, raisonner. Et sur la question du doute et de la déduction, je trouve que c'est fondamental dans ce type d'exercice le plus possible instiller du doute pour justement les faire raisonner par des exercices de déduction, d'expérimentation, pour trouver le bon geste, la bonne démarche, pour en faire des éco-citoyens, puisque c'est, je crois, le projet qui vous guide. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques? Narcélie, Louisa, Léomaris? Non, ça va de mon côté. Oui, c'est intéressant parce que des élèves qui sont aussi des pêcheurs ici et des gens qui habitent depuis longtemps sur l'île, parce que l'île est aussi pleine des gens qui viennent d'autres États, d'autres villes, mais quelques-uns sont vraiment nés ici et connaissent bien la famille, était née ici, donc on peut le faire, une activité pareille. De demander de revenir au passé, de trouver des photos. On a une lagune aussi qui est très belle. On a plein de problèmes de construction irrégulière autour de l'île, des hôtels et des choses comme ça, vous devez imaginer. C'est un thème assez large, oui, pour travailler. Ah oui, oui. Il y a de la matière. Oui, c'est clair, c'est clair. Ouais. Et la lagune, on en parle rarement, mais c'est comme nous, la mangrove, elle joue aussi son rôle dans l'écosystème et du coup, on sent. Nous, ici, en créole, on va dire j'étais en rasier en Bafeille. En fait, on s'est souvent servi de l'environnement comme des espèces de décharges à ciel ouvert. Les gens ne sachant pas quoi faire de leurs produits électroménagers parfois, alors que la décharge n'est pas très loin. On va retrouver en des endroits quand même clés de nos écosystèmes, des réfrigérateurs, des fours, etc. Les gens ne vont pas jusqu'au bout de la démarche. Ils mettent en voiture et ils mettent ensuite sous l'environnement. Et on va retrouver donc du coup tout un tas de déchets qui viennent polluer la mangrove, qui donc détruisent fortement l'habitat des animaux qui y vivent et qui fragilisent donc ensuite par effet ricochet tout le reste des compartiments associés du vivant. Et du coup, parler de cette lagune qui doit, elle, donner à manger à des gens, qui doivent se nourrir des produits de la pêche, etc. Et de parler de la manière dont ces constructions urbaines, construites sans doute sur des permis obtenus de manière un petit peu rapide, vient fragiliser les sols et de montrer ce que l'œil ne voit pas tout de suite, mais que ça crée des incidences donc, au niveau de la lagune et de la manière dont ensuite elle se relie aux autres compartiments donc, terrestres, c'est super intéressant parce que du coup, ça en fait aussi, c'est pas une zone de non-droit chez nous. La mangrove, à longtemps, il était une zone de non-droit parce que cachée. La lagune, j'imagine que potentiellement, ça peut être comme ça si finalement, on n'en prend pas soin et que les jeunes générations n'ont pas en tête qu'elles peuvent être des sentinelles pour cette lagune, quoi, qui elle-même est un vivier pour les générations en cours et à venir. En effet. Merci, donc merci à vous deux. Je pense qu'on va terminer sur ces mots alarmants de Jessica. Oh, quand même. Non, il faut être optimiste. Les jeunes générations, elles sont très… Enfin, c'est vrai, ils sont ouverts et ils ont envie. Il faut juste faire en sorte que l'envie perdure à l'état adulte. Et c'est le rôle de votre projet, de votre festival, des événements et toute la politique d'action éducative et des publics que vous avez. Donc, voilà. Ça ne peut être qu'une fin heureuse. C'est ça. Espérons, oui, espérons. Donc, merci à vous deux. Donc, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Il sera mis à disposition sur la plateforme et nous nous retrouverons à la fin du mois pour une réunion avec tous les coordinateurs et également la mise en ligne d'un conte réalisé en vidéo par un duo qui s'appelle Tucaninho Musical de Rio de Janeiro. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci à vous.